Bonjour à tous, on va maintenant parler de l'adoption institutionnelle de l'industrie crypto, la technologie blockchain en 2026. Et c'est intéressant parce qu'on va d'abord avoir le retour d'acteurs institutionnels comme la BPI et la Banque de Lubac. On se tournera après vers des réponses apportées avec Morpho et aussi Dogo. Et on étudiera finalement la convergence ensuite entre la finance décentralisée et les acteurs, le monde institutionnel. Déjà, première question pour entrer dans le vif du sujet pour toi, Loïc. Donc toi qui, euh, qui est au sein de la BPI. La BPI aujourd'hui soutient l'innovation. Et à quel point finalement l'adoption de la technologie blockchain est un enjeu stratégique, peut-être en interne ou même pour les acteurs institutionnels de manière générale? Je pense déjà, quel que soit le type d'institution financière, que ce soit des asset managers, des banques, etc., c'est un vrai enjeu stratégique pour plusieurs raisons. La première, je pense notamment des use cases qui sont déjà développés, comme le paiement cross-border, les ETF crypto, c'est une vraie opportunité business avec des vrais flux de trésorerie qui sont derrière. Pour des use cases qui sont plutôt en voie de développement, comme la tokenisation de dette d'equity, c'est assez important pour les institutionnels de s'y mettre dès maintenant pour prendre justement la vague. Quand on voit par exemple les équipes de Fidelity qui sont près de 700 dans l'équipe Digital Asset, je pense que pour certains institutionnels qui ne sont pas encore présents, ça peut être assez complexe clairement de rattraper ce retard-là. Et après, pour, je pense, un axe de souveraineté, quand on voit notamment la dépendance au dollar sur la partie stable, les institutions financières européennes doivent prendre cette marche-là. Et donc nous, chez BPI, on est convaincus de ce mouvement-là, etc. Et on a un intérêt d'évangéliser la technologie et d'aller pousser les acteurs privés vers la blockchain. Et du coup, donc, nous, on le fait via deux mécanismes. Premièrement, en investissant et finançant des startups, notamment comme on a pu accompagner Oscar de Dogo, et également en testant justement des produits on-chain. Et on pourra peut-être en parler par la suite. Tu peux en dire un peu plus peut-être Ouais, sur très ce bien. test? Du coup, par exemple, l'année dernière, on a lancé le fonds token pour investir justement en token, comme par exemple chez Morpho. Après, par exemple, on fait des POC, notamment avec la startup Spyco, pour à terme remplacer les comptes à terme auprès de banques institutionnelles via des outils comme Spyco. Et après, voilà, dans le plan stratégique BPI France, on a pas mal de projets, voilà, comme acquérir des stablecoins, tokeniser des parts de fonds, voilà, pas mal d'initiatives à plus ou moins long terme dans le plan stratégique. Merci. Je me tourne vers toi, Elodie. Donc, c'est vrai que dans le monde bancaire, le Web3, l'industrie a souvent été vue d'un regard assez hostile. Et c'est pas forcément le positionnement qui a adopté de l'UBAC, au contraire. Récemment, vous avez été enregistré Epsan puis Mika. C'est un positionnement intéressant. Est-ce que je peux revenir sur le positionnement justement de Delubac qui va un peu à contre-courant, j'ai l'impression, du monde bancaire? Alors effectivement, on va un peu à contre-courant. Je vais peut-être expliquer déjà ce que représente la blockchain pour le secteur bancaire et financier. Alors l'informatique dans la banque, c'est comme le Lego Star Wars. C'est plein de petites briques qui sont très compliquées à faire fonctionner ensemble. Et dès qu'on introduit une nouvelle technologie, ça met beaucoup de temps à s'intégrer. Donc, le point de la banque, il y a 3 ans, même 4 ans maintenant, en 2022, c'était de se dire, OK, on voit cette technologie qui arrive, qui va forcément changer le monde bancaire et financier. Et si on passe déjà 3 ans à, excusez-moi, se tripoter le cerveau, à se dire est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, on va louper cette marge où on peut déployer. Et donc, on a décidé très rapidement de se dire il faut qu'on introduise la blockchain. On a pris le parti de se dire on va commencer tout petit. On est allé sur la partie investissement, Bitcoin, très clairement. Ça a été quand même un gros morceau à avaler, je ne vous le cache pas, parce qu'on a dû aller chercher de nouveaux outils, notamment des outils de conservation de la crypto. Je pense qu'à l'époque, et j'étais en première ligne parce que j'étais en charge de la compliance au sein de la Banque de Lubac, on a tous fini en PLS, comme on dit. Quand on nous a dit, va falloir implémenter un outil de conservation crypto, on s'est regardé, on s'est dit, de quoi on nous parle ? Cérémonie des clés, je pense que là, on a perdu 95% des collaborateurs. Et ça nous a aussi obligés à se dire, qu'est-ce qu'on va faire de cette technologie, à quoi ça sert ? Donc on a commencé tout petit pour se dire, on va aller faire de la conservation de crypto. Et puis très rapidement, on s'est quand même penché sur les use cases et ce qu'on pouvait en faire. Et donc, c'est là où on s'est rendu compte que la blockchain,
entre guillemets, ça allait venir impacter l'ensemble des métiers financiers, pas que la partie investissement, que la partie épargne. La partie paiement, qui est une grosse partie pour les banques, extrêmement importante, allait être bouleversée. On est en plein dans cette période. Donc nous, on a pris ce virage très très tôt. On a un tas de POC en cours, en tout cas d'études, et c'est important pour nous d'étudier tout ce qui peut se faire. Donc là, je rejoins ce que disait effectivement Loïc sur la partie use case. Par exemple, aujourd'hui, on est en train d'étudier tout ce qui est solution de change. Il y a certains pays sur lesquels la liquidité en termes de monnaie est très compliquée, et donc toutes les opérations de ce qu'on appelle trade finance, donc à l'international, sont très compliquées à gérer. Et très clairement, la blockchain et l'utilisation notamment de stablecoin nous permet d'accélérer les transactions de paiement. C'est des choses qu'on regarde de très près. Et puis, on est en train de monter des POC avec certaines structures de 50, pour le coup, sur de la mise à disposition de solutions, notamment à l'international et en Afrique. Donc, c'est des choses qu'on regarde de très près, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et quand on se place d'un point de vue d'une banque, est-ce qu'il n'y a pas un risque, un coût d'opportunité aujourd'hui à ne pas étudier la technologie blockchain dans son activité? Est-ce que tu vois encore des banques qui sont encore, ou c'est peut-être encore la norme, qu'elles soient encore dans une logique un peu d'attente? Alors oui, il y a toujours un risque. C'est comme les banques qui ne sont pas mis à Internet. Je ne vais pas vous refaire l'histoire de Kodak sur les téléphones ou Nokia, Kodak sur les appareils photo ou Nokia sur les téléphones. Quand on loupe la fenêtre, parfois, on se retrouve à en subir les conséquences. Donc oui, il y a une opportunité à rentrer au bon moment. Après, il faut distinguer aussi les établissements selon leur taille, selon leur capacité. Ne pas prendre le virage pour une banque de la taille de Lubac, c'est fatal. C'est-à-dire qu'on va dans le mur, voire on n'existe plus dans quelques années. Ne pas prendre le virage pour une grande banque américaine qui a la capacité d'aller racheter un acteur ou de mettre toutes ses équipes en moins de 5 minutes pour développer, forcément, il y a un peu moins de risques. Donc oui, c'est pas choquant de voir que tous les acteurs aujourd'hui ne sont pas au même niveau d'implication, au même niveau d'intégration. Ça marche, merci. Je vous propose maintenant de passer aux réponses technologiques apportées, et je me tourne vers toi, Merlin, avec justement Morpho. Pour rappel, Morpho, c'est l'un des plus gros protocoles aujourd'hui dans la DeFi, donc dans la finance décentralisée. Quatrième, ouais. Donc le deuxième dans la catégorie prêt-emprunt. Donc vous gérez, aujourd'hui, il y a des milliards qui passent par Morpho. Et c'est vrai qu'une des différences peut-être de Morpho, c'est le côté vraiment, la partie modulaire, pour vraiment permettre à chacun de gérer son risque, contrairement peut-être à d'autres protocoles, et à quel point c'est quelque chose qui est intéressant pour un acteur bancaire de pouvoir gérer son propre risque et d'avoir cette approche modulaire pour justement avoir sa propre... recopier peut-être son architecture interne. Ouais. Moi, personnellement, je suis un gros fan de Lego Star Wars. Nous, on a construit donc, ce qu'on appelle une infrastructure de prêt et d'emprunt de cryptoactifs. Donc, comme tu l'as dit, on est le second plus gros protocole avec une dizaine de milliards de déposits. Et en fait, on l'a créé de manière, comme tu l'as dit, modulaire, dans le sens où il y a une infrastructure où n'importe qui va être capable de créer des marchés. Donc un marché, ça peut être n'importe quel asset en collatéral, ça peut être des bons du trésor, des assets, des cryptoactifs, des money market funds qui ont été tokenisés. Et côté loan asset, donc ce qui va être prêté ou emprunté, n'importe quel stablecoin généralement, plus particulièrement du dollar, mais on va peut-être changer ça un jour, il y aura un peu plus d'euros avec un peu de chance. Et ensuite, au-dessus de ça, il y a une autre couche qui va être en fait la couche de risk management, et plutôt que d'avoir comme sur l'ancienne version, l'ancien design de protocole de lending où c'était la DAO qui choisit quel asset on met dans le protocole, quels sont les paramètres de risque, ce qui a des problèmes parce que ça veut dire que ça limite les choix pour les utilisateurs, et aussi c'est très lent. Et nous, on a externalisé ce risk management, et on va avoir des gens qui vont être des entités qui vont être capables de créer ce qu'on appelle un vault. Un vault, ça va être un autre smart contract qui va pointer et router la liquidité qui a été déposée par les utilisateurs dans ce vault, dans les marchés, et gagner des intérêts.
Et donc là, les risk managers, ça va être soit des entités de risk management qui sont crypto-natives, comme on les appelle, sont les Stakehouse, les Gauntlet, qui faisaient du risk management on-chain depuis 5 à 6 ans. Mais plus ça va, plus on onboard en fait des assets, des gros asset managers. Donc je ne vais pas pouvoir vous donner de nom aujourd'hui, mais des trillion-dollar asset managers qui envisagent de faire de ce qu'on appelle curation, mais qui est grosso modo du risk management on-chain. Et on a onboardé par exemple Bitwise, qui est un acteur un petit peu à cheval entre le monde crypto et le monde institutionnel, et qui sont devenus donc risk managers sur Morpho. Et ce qu'ils vont être capables de faire, c'est proposer un produit de yield et qui va targeter, enfin en tout cas qui va être à l'intention d'un certain profil de risque. Donc peut-être ça peut être très peu de risque, mais peu de yield, ou plus de risque, mais un meilleur yield. Et tout ça en pointant vers des marchés qui sont plus ou moins risqués. Et on est capable de faire des produits que des banques, des fintechs, des néobanks ou des centralized exchanges vont être capables de proposer à leurs utilisateurs. Et c'est intéressant, tu parlais de stablecoin euro, et si on prend par exemple le stablecoin euro de la Société Générale, enfin de SG Forge, du groupe Société Générale, donc ils sont passés sur Morpho pour justement créer leur propre marché de prêt et d'emprunt. Et c'est intéressant comment finalement une banque comme la Société Générale arrive, enfin, quelles sont les prérogatives? Parce que c'est vrai que ça peut être déroutant, je me dis, pour eux, ils arrivent sur ce marché-là sans avoir un interlocuteur. Alors peut-être qu'il y a des interlocuteurs. Alors, nous, on connaît l'équipe Ouais. à la Société Générale, donc on discute ensemble. Ils ont aussi discuté avec Spyco, parce que certains marchés sont collatéralisés par du Bitcoin ou de l'Ether, mais aussi par des actifs tokenisés par Spyco. Et en gros, là, l'enjeu, c'est de distribuer ce stablecoin et soit de pouvoir offrir du yield sur de l'euro, ou de pouvoir emprunter de l'euro contre des actifs financiers tokenisés. Pourquoi une banque peut être confortable à travailler avec Morpho? C'est que, en fait, au niveau du marché, j'ai dit n'importe qui peut créer un marché, mais n'importe qui peut créer un marché qui est complètement permissionné. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'un marché donné, vous pouvez le permissionner et dire que seulement les personnes qui ont KYC A, B, C ont accès à ce marché et peuvent emprunter. Vous pouvez permissionner le côté emprunt, le côté prêt. Vous pouvez un peu faire... C'est très modulaire. Donc, on peut mettre mettre en place tous les mécanismes de compliance qui permettent de rentrer dans les clous. Et c'est intéressant, est-ce que dans un monde pas si lointain, on verra justement des vérifications d'identité sur la DeFi parce que c'est vrai qu'aujourd'hui... Alors, il y en a déjà, je pense à Kirin Network, mais at scale, on n'a pas encore vu ça. Je pense qu'on va pouvoir le voir et dans l'année, parce qu'on parle à plein d'acteurs institutionnels qui ont ces besoins-là d'être sûr qu'ils traitent bien avec les personnes en qui ils ont confiance. Merci. Et donc, toi, Oscar, c'est intéressant de parler de reward asset, donc d'actifs de la vraie vie. Hein. Et c'est intéressant. Est-ce que tu peux expliquer, toi, ce que tu fais avec Dogo et comment tu permets à des acteurs institutionnels, finalement, de pouvoir tokeniser ce type d'actifs, rendre plus accessible aux institutionnels des reward assets? Oui, effectivement, nous, on est sur la dernière partie de la DeFi, du coup. On est sur la DeFi qui est dite permissionnée parce qu'on utilise les protocoles comme, pas Morpho directement, mais nous plutôt Uniswap pour tenir notre marché secondaire. En fait, c'est tout ce qui a été développé depuis 10 ans dans la crypto-monnaie qui fonctionne super bien. On a des milliards qui sont automatisés tous les jours. Et on utilise cette DeFi qui a été développée par des mathématiciens et qui est très efficace, mais de façon permissionnée. Donc nous, il y a toujours un KYC qui est rattaché. Donc une identité, on appelle ça l'on-chain ID. Quand vous avez fait votre identité et qu'on la connaît, Dogo, on vous permet d'aller du coup en DeFi utiliser les meilleurs protocoles. Effectivement, Uniswap pour nous, peut-être demain Morpho. Et en fait, ça permet des cas d'usage qui sont très efficaces, très transparents, qui sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que la crypto-monnaie, grâce au smart contract, on n'a plus besoin d'avoir un intermédiaire qui est présent le week-end ou le soir. Et on enlève aussi, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on enlève énormément d'intermédiaires. Donc, quand dans la finance traditionnelle, on a des couches d'intermédiaires pour tenir un marché, etc. Dogo est une infrastructure qui fait la compliance et qui utilise des protocoles open source, donc
que tout le monde peut utiliser. Et on permet du coup d'avoir beaucoup moins d'intermédiaires, donc on réduit fortement les frais. Et chez Dogo, en tout cas, on démocratise l'accès parce qu'on permet à des entreprises d'accéder au marché de capitaux, donc à la bourse, à partir de 5 millions d'euros, quand aujourd'hui en bourse, c'est quand même, les barrières sont beaucoup plus élevées. Voilà. J'imagine donc que tu es amené à échanger avec pas mal d'acteurs institutionnels. Quand tu leur parles de finances décentralisées, est-ce qu'il n'y a pas des réticences? Comment tu arrives à rassurer et par rapport à peut-être ce manque de confiance? C'est sûr qu'il y a 2-3 ans, c'était très compliqué de parler de en fait, la blockchain publique, la finance décentralisée, etc. Ça leur faisait peur concrètement. Mais aujourd'hui, surtout en 2025, on a vu un énorme shift. Je pense qu'entre les États-Unis, le gouvernement qui parle de la blockchain publique comme l'avenir de la finance et qui veulent aller à fond dessus pour rester les leaders des infrastructures de marché au niveau international, plus BlackRock et en fait tout aujourd'hui, énormément de grosses banques, de gros asset managers ont tous dit qu'effectivement c'était l'avenir de la finance. On a vu un shift et c'est beaucoup plus facile de leur parler aujourd'hui. Après, de là à s'intégrer, c'est des processus qui mettent beaucoup de temps. C'est des processus très longs. Nous, on discute avec plein de banques. On est en train d'intégrer, faire des cas d'usage avec pas mal de banques françaises et même au niveau international. Et en fait, le fait de prendre des protocoles qui sont connus, Uniswap, Morpho, tout ça, c'est des protocoles qu'ils connaissent. Et on utilise aussi des moyens de règlement, donc du cash, euro ou dollar, avec des acteurs comme Circle. Donc encore une fois, c'est des choses qu'ils connaissent. Et du coup, c'est plus facile, je pense, d'utiliser des grands protocoles. Pour nous, il faut utiliser des standards et pas tout reconstruire en interne. Et c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a un enjeu de liquidité. C'est le fait de tokeniser finalement un actif traditionnellement peut-être moins liquide, en le mettant on-chain. Est-ce qu'on va permettre de bootstrapper d'une certaine manière la liquidité? Et est-ce qu'on pourrait imaginer aussi dans le futur finalement un actif qui est tokenisé par Dogo et on le met sur Morpho en collatéral et donc pour emprunter derrière. C'est vrai que le vrai avantage de tout ça, ce serait de pouvoir leverager des collatéraux aujourd'hui qui sont tout simplement inactifs. Il y a un coût d'opportunité à ne pas les prêter par exemple. C'est un très bon sujet. C'est effectivement aujourd'hui les gens très riches, les milliardaires, les multimillionnaires qui ont des actions, des portefeuilles, peuvent emprunter contre ce portefeuille immobilier. Des grands patrons de boîtes cotées en bourse peuvent utiliser ces actions-là pour emprunter. On dit d'ailleurs que les très riches ne payent pas d'impôts, mais c'est parce qu'ils vivent à crédit, et souvent sur des modèles comme ça. Donc ils empruntent contre les actions de leur boîte, et du coup, ils n'ont pas de revenus, donc ils n'ont pas d'impôt sur la fortune. Et ça permet en fait de toujours faire fructifier son argent. Donc c'est hyper intéressant pour l'économie, c'est intéressant pour la personne qui le fait. Et effectivement, le but, ça serait que tous les actifs que vous investissez du coup via Dogo, dans l'infrastructure en énergie, dans potentiellement l'immobilier, des entreprises, des PME européennes, vous puissiez l'utiliser en quelques clics, aller emprunter de l'argent, du cash contre. Et j'imagine que vous, Merlin, avec Morpho, c'est vraiment peut-être l'axe de développement, c'est vraiment le focus sur les RWA parce que c'est là où finalement tu as beaucoup plus de liquidité que sur les actifs purement crypto aujourd'hui. Alors en RWA, on a 800 millions de déposits en total. Donc on va dire il y a 1 ou 2 ans, il n'y avait pas vraiment de ce qu'on appelle product market fit, c'est-à-dire qu'il y avait des assets tokenisés, mais il n'y avait pas grand monde qui l'utilisait on-chain. Là, on voit un vrai engouement autour de ces assets. Tu peux d'ailleurs donner des exemples de quel type d'assets on parle? Ça va être plus des bons du trésor, grosso modo, mais on a aussi des money market funds qui sont tokenisés. On a des credit funds tokenisés. Et donc, généralement, ça va être... on va avoir du Apollo, Fidelity qui ont fait ça dans les dernières années. Et là, on voit un vrai cas d'utilisation. Donc, en fait, sur Morpho, et avec la prochaine version qu'on va sortir, c'est pas simplement actuellement, on fait du surcollatéralisé. Donc, il faut un asset qui est tokenisé, qui a une valeur. À terme, nous, on voit vraiment le prêt et l'emprunt comme prêté contre un gage. Et ce gage-là, en fait, il peut être de n'importe quelle nature.
tant qu'il permet de créer une confiance pour le prêteur. Et donc ça peut être ça peut être des cryptoactifs comme du Bitcoin, ça peut être des fonds tokenisés, mais ça peut être aussi un credit score, ça peut être le fait d'être dirigeant d'une multinationale ou j'en sais rien. Et en fait, dans la prochaine version, on va être capable de faire du saut collatéralisé. Donc on va avoir toute une panoplie d'assets et pas forcément financiers qui vont être possibles de mettre sur la blockchain et d'emprunter contre. Et donc forcément, Dogo pourrait très bien, d'ailleurs on devrait en parler à un moment, pour très bien faire ça. Après, c'est pas parce qu'on tokenise un asset qu'il y a la demande. Il faut qu'il y ait des prêteurs qui soient prêts et qui ont une confiance dans cet asset, qui soient prêts à prêter. Il faut que le taux soit suffisamment bon, il faut qu'il y ait des emprunteurs. C'est un marché, il y a deux côtés, donc il faut bootstrapper ces marchés et c'est là où la complexité peut venir. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a un réel engouement pour ces assets-là. Je rappelle par exemple que vous avez des intégrations avec des gros acteurs, type Coinbase par exemple, pour faire travailler la liquidité. Et je me tourne vers toi, Elodie. Est-ce que vous avez réfléchi justement à proposer à vos clients justement à générer un yield sur, par exemple sur Morpho ou un autre protocole DeFi où on est encore un peu tôt pour une telle évangélisation de la DeFi, c'est de convaincre et expliquer aux utilisateurs, surtout que quand on parle de DeFi, bon après, alors ce qui est intéressant sur Morpho, c'est qu'il y a différents types de vols selon les différents types de risques, mais un client final, peut-être que pour lui c'est un peu complexe, il veut juste un produit un peu clé en main. Alors, est-ce qu'on y a réfléchi? Oui, parce qu'on a à peu près une idée à la seconde. Est-ce qu'on est prêt à se lancer maintenant? J'ai quelqu'un dans la salle des équipes tech de chez moi qui me fait un petit sourire. Il est où? Il lève la main. Voilà. Donc, non, oui. Bon, ça reste dans la salle. Tout ce qui s'est passé dans ces salles ne sort pas de cette salle, on est d'accord. Mais effectivement, oui, on étudie ce type de solution puisqu'on a aujourd'hui on a des demandes. Ok, très clair. Et qu'il faut s'adapter à la demande. Bah oui, tout à fait. Après, bon, il y a des enjeux aussi de compliance aussi derrière. On a des enjeux de compliance. Enfin, très clairement, aujourd'hui, il y a des enjeux de compliance et il y a des enjeux, et ça c'est important, entre la DeFi et les acteurs institutionnels régulés comme les banques. Il y a encore des gaps qui sont très problématiques. Je vais donner un exemple qui revient très souvent chez nous. On a des demandes de Lombard crypto, c'est-à-dire on nous dépose les cryptos dans un wallet pour qu'on prête de l'argent des fiat. Je pense qu'on reçoit 20 à 30 demandes par jour aujourd'hui. Est-ce qu'on peut y répondre actuellement? Non, parce qu'il y a des blocages réglementaires. Et aujourd'hui, si je devais prêter l'équivalent d'1 €, il faudrait que j'ai 1 250 € de fonds propres, parce qu'il y a une pondération de 1 250 €, enfin 1 250% appliquée par les autorités. Donc le Lombard crypto aujourd'hui, d'un point de vue réglementaire, est très difficile à mettre en place. Donc on a encore beaucoup d'étapes à passer pour pouvoir développer globalement. Il faut que la réglementation suive. Après, oui, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup de choses à mettre en œuvre parce qu'on a beaucoup de demandes. Ça marche. Je vois que l'heure tourne, donc on va conclure tout simplement. Bon, je pense qu'on est tous d'accord sur la convergence justement de la DeFi avec le monde institutionnel. Et je me tourne vers toi, Loïc, pour les personnes qui seraient encore réticentes dans la salle. Serait quoi ton message pour un acteur institutionnel qui encore se pose la question de franchir le pas et de tester, ne serait-ce, ou d'intégrer Je pense clairement c'est venir nous voir, parce que c'est vrai qu'on est, on est en tant que banque institutionnelle un peu avant-gardiste quand on regarde certaines banques. Donc voilà, on a fait l'expérience de la custody, on a utilisé Spyco pour les MMF. Voilà, on a un projet avec Morpho, incessamment sous peu. Donc on a eu des difficultés en interne avec faire le lien avec la tech, la compliance, etc. Donc on est toujours preneur d'échanger, de discuter et de partager notre retour d'expérience pour encourager en tout cas les institutionnels à passer le pas. Et si par exemple, je me tourne vers toi, Oscar, si quelqu'un hésitait à tokeniser ses actifs, ce serait quoi ta réponse pour le convaincre? Ça ouvre beaucoup de cas d'usage et ça ouvre des nouveaux canaux de distribution. Et pour les institutionnels, moi, je leur dirais on va s'intégrer en fait là où ils ont l'habitude de traiter, donc chez des teneurs de compte conservateurs ou custodian en anglais traditionnels. Comme ça, ils n'ont ni à toucher à un wallet, ni à toucher à du stablecoin. Ils continuent d'investir traditionnellement. Et après, nous, on s'occupe de câbler avec les meilleurs protocoles DeFi et aussi de toute la couche de compliance et de cybersécurité.
Et toi, Merlin, si justement tu étais face à une banque, là, un banquier enfin, une grande banque hein, qui hésite encore à passer, à ouvrir ne serait-ce un Vault sur Morpho? Nous, on pense que, enfin, il n'y a pas de débat de si la finance va passer on-chain ou pas. La question, c'est plus quand et quand est-ce que quel est le meilleur moment pour tourner la barre. Nous, Morpho, on est en fait l'infrastructure qui va permettre d'alléger tout le côté opérationnel des transactions financières quand il s'agit d'émettre des prêts. Et donc, en fait, on vient faciliter tout ce côté opérationnel, mais ça demande quand même cet effort de comprendre et de s'intégrer à ça. Et c'est là, nous, on a une équipe de 10 personnes qui est disponible pour éduquer, onboarder, créer des outils avec lesquels ce genre d'acteurs peuvent être familiers, de manière à simplifier le plus possible l'onboarding. Et effectivement, il y a des problèmes de lombard, de réglementation, etc. Il y a aussi des solutions qui permettent de garder des bitcoins en custody, de tokeniser cette représentation et de permettre à faire du lombard on-chain. Et c'est un exemple, mais nous, on va venir avec cette solution-là et on va voir comment on peut s'intégrer et comment on peut régler des problèmes qui vont du réglementaire au business ou qui sont purement tech. Donc on a un gros effort un petit peu d'aider les partenaires avec qui on travaille et d'alléger en fait ce coût qui leur est propre. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci à vous.